bienvenue à ce rendez-vous d'information. Voici les titres sommaires de ce journal. Retour du Premier ministre en Côte d'Ivoire après 2 mois passés en France. Arrivé en fin d'après-midi ce jeudi, Amadou Gon Coulibaly a été accueilli par le couple présidentiel. Il a exprimé sa gratitude à la nation ivoirienne pour le soutien reçu durant son absence. Les hommages de la nation aux 14 soldats morts dans l'attaque du poste mixte de Kafolo. Une cérémonie en présence du chef de l'État Alassane Ouattara. Ces militaires tombés pour la Côte d'Ivoire ont été faits chevaliers de l'ordre national à titre posthume. Nous verrons aussi l'évolution de la pandémie de Covid-19 en Côte d'Ivoire. 290 nouvelles contaminations sont enregistrées ce 2 juillet, ce qui fait un total de 9 992 cas confirmés. Les Ivoiriens sont appelés à la discipline et au respect des gestes barrières. Bienvenue dans ce 23h. De retour, le Premier ministre en Côte d'Ivoire et en Côte d'Ivoire, après 2 mois passé en France, arrivé en fin d'après-midi ce jeudi, Amadou Gon Coulibaly a été accueilli par le couple présidentiel et les membres du gouvernement. De retour en pleine forme, selon ses mots, le chef du gouvernement ivoirien dit être prêt à continuer l'œuvre de développement et de construction de la Côte d'Ivoire. Alexis Ouedraogo nous raconte sa venue. Amadou Gon Coulibaly est de retour. Au pied de l'échelle de coupée de ce Grumman 5 qui le ramène, le chef de l'État Alassane Ouattara et son épouse venus accueillir le chef du gouvernement. Le Premier ministre regagne Abidjan après 2 mois jour pour jour à Paris pour raisons médicales. Des membres du gouvernement n'ont pas voulu se faire compter ce jour. Quand Amadou Gon Coulibaly s'ouvre à la presse, ses mots sont de remerciement pour le chef de l'État. Oui, cela fait 2 mois. Depuis le 2 mai dernier, que je suis allé à Paris pour un contrôle médical. Ce contrôle a dû être approfondi avec un besoin de repos. Et après ce contrôle et ce repos, me voilà de retour en forme. Monsieur le Président de la République, pendant ces 2 mois, matin et soir, vous m'avez donc appelé tous les jours, matin et soir. Oui, pour vous enquérir de mon état de santé, mais également pour m'informer de l'état du pays. Oui, Monsieur le Président, vous ne pouvez pas imaginer ce que ces appels m'ont apporté. Ce que ces appels m'ont apporté comme force et énergie pour pouvoir donc traverser donc cette période. Merci, Monsieur le Président. Merci. Vous avez été interface entre ma mère et toute la famille et moi pour les rassurer au fur et à mesure, leur donner les nouvelles au fur et à mesure. Merci, Monsieur le Président, pour avoir également joué le rôle de chef de la famille. Avec lui, un autre soutien, celui de la première dame Dominique Ouattara. Je voudrais saluer donc la première dame, que j'ai eu le plaisir, l'honneur et qui m'a procuré beaucoup de joie en me rendant 2 visites pendant mon séjour donc, à Paris. Madame la première dame, merci. Là aussi, je me souviens de tous les mots de réconfort. Je vais trahir un secret, parce que quelquefois, je n'arrive pas à garder tous les secrets. Vous avez dit, Amadou, quand tu retourneras, tu seras encore plus fort. Au nom donc de toute la famille, en mon nom personnel,
Assetou est là, mes frères et sœurs, ma mère, au nom de toute la famille. Et vous savez qu'elle est grande. Je voudrais vous exprimer toute ma gratitude, ma reconnaissance pour votre soutien. Il ne m'a jamais fait défaut et qui a été particulièrement important au cours de ces deux derniers mois. Monsieur le Président, merci, merci, merci. Et je vous demande de dire merci au Président. Monsieur le Président, avec votre permission, je voudrais également saluer tous les membres du gouvernement qui ont été donc à la tâche et de loin, avec les échanges que j'avais avec vous, mais avec le ministre d'État qui a assuré donc mon intérim, j'ai pu voir comment le gouvernement est resté donc à la tâche. Et je voudrais donc en votre nom également féliciter le ministre d'État qui a assuré mon intérim pour l'efficacité avec laquelle il l'a assumé. Merci beaucoup, Ambak. Le chef du gouvernement n'oublie pas le peuple ivoirien mobilisé comme un seul homme pour lui apporter tout le long de son séjour amour et réconfort. Aux frères et sœurs ivoiriens, que de messages reçus, des messages de fraternité, des messages d'amour, des messages de soutien, des messages de solidarité. Je voudrais vous dire que j'ai été profondément touché par tous ces messages qui m'ont permis de savoir qu'il y a un sens quand même donc à la vie, que la fraternité et la solidarité ne sont pas des vains mots. Je voudrais saluer en particulier les artistes et toutes les Ivoiriennes et tous les Ivoiriens de quelque niveau que ce soit. Et j'ai été touché. Tantôt c'était des messages vidéo, tantôt c'était des enregistrements audio, tantôt c'était des SMS, des mails. Tous les moyens ont été utilisés pour m'exprimer sympathie, soutien et amour. Pour conclure, Monsieur le Président, je dirais en retour, je vous aime. Et je suis de retour pour prendre ma place aux côtés du Président pour continuer l'œuvre de développement et de construction de notre pays, la Côte d'Ivoire. Amadou Gon Coulibaly est de retour, plus que jamais engagé pour le développement de la Côte d'Ivoire. Voilà, Amadou Gon Coulibaly, le chef du gouvernement ivoirien, est de retour en Côte d'Ivoire. Et l'autre point à l'honneur de l'actualité ivoirienne, c'est cette cérémonie d'hommage de la nation aux soldats tombés au front lors de l'attaque du poste mixte de Kafolo. Ces militaires morts pour la Côte d'Ivoire ont été faits chevaliers de l'ordre national à titre posthume. Jérôme Kofi Abola. Une présence qui honore, réconforte et apaise les douleurs pour nos forces de l'ordre qui pleurent des frères d'armes arrachés à leur affection dans une attaque le 11 juin dernier à Kafolo, dans le nord du pays. Cette présence, c'est celle du président de la République, Alassane Ouattara, chef suprême des armées ce jeudi, à la cérémonie d'hommage aux soldats tués alors qu'ils étaient en opération pour sécuriser les populations. À travers le chef de l'État, c'est toute la nation entière reconnaissante qui salue la mémoire de ces soldats au nombre de 14, dont 13 militaires et un gendarme. Braves soldats, vous avez donné vos vies pour la liberté et la sécurité des personnes que vous ne connaissez pas. Vous l'avez fait par devoir. Votre mort n'aura pas été inutile, bien au contraire. Elle suscite en chacun de nous une introspection et nous amène
à nous dépasser et à faire face à cette entreprise de terreur qui ne cherche qu'à s'aimer le chaos par des actes abjects qu'aucune cause ne pourra jamais justifier. Cette journée doit nous rappeler que tous, gendarmes, militaires, forces paramilitaires et population, devront, main dans la main, faire barrage à tous ceux qui terrorisent cette nation. Et nous, vos frères d'armes, en prenons l'engagement. Chères familles éplorées, je veux ici vous exprimer toute notre solidarité. La solidarité de la République et des forces armées de Côte d'Ivoire dans cette épreuve ô combien difficile. Recevez nos sincères condoléances. Tous ces soldats morts au combat ont été décorés à titre posthume. C'est le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, qui a procédé à la remise de leur distinction. Ils ont tous été élevés au grade de chevalier de l'ordre national. Le drapeau national a été remis aux familles des victimes par le président de la République, Alassane Ouattara. Le chef de l'État a aussi déposé une gerbe de fleurs sur la stèle dédiée aux morts à la place d'armes générale Thomas Daquin, dans l'enceinte de l'état-major général des forces armées, au camp Gallieni, où s'est déroulée la cérémonie. Voilà, c'est un ultime hommage rendu par les forces armées à ces 14 soldats morts pour la Côte d'Ivoire. Revenons sur ce moment avec Abou Sanogo. Ces 14 militaires et gendarmes, portés par leurs frères d'armes, sont morts au combat ou après leur évacuation sanitaire, suite à l'attaque de leur position dans la localité de Kafolo, au nord de la Côte d'Ivoire, à la frontière avec le Burkina Faso. C'était dans la nuit du 10 au 11 juin dernier. Les forces armées ivoiriennes et la nation leur rendent hommage en présence du président de la République, Alassane Ouattara, chef suprême des armées. Des familles anéanties par la douleur et la tristesse, les sanglots et le chagrin. Moment de grande émotion. L'hommage concerne 11 militaires du bataillon d'artillerie sol-air, 2 du 4e bataillon d'infanterie de Korogo et un gendarme de l'escadron mobile de Kong. L'appel aux morts et la sonnerie aux morts pour l'ultime hommage de la nation et de l'institution à laquelle ils appartenaient et pour laquelle ils ont payé le prix du sang. Les porteurs, leurs frères d'armes, au nombre de 112, dont 84 pour les cercueils, 14 pour les casquettes et 14 pour les portraits, vont au pas cadencé procéder au retrait des dépouilles de la place générale du corps d'armée Ouattara Paul Thomas Daquin de l'état-major général des armées et de leur retrait définitif des effectifs des forces armées de Côte d'Ivoire. À Bouaké, l'heure est à la célébration. Dans la sobriété, la 30e promotion de l'École nationale des sous-officiers d'active prépare sa sortie. Cette promotion, c'est 140 soldats professionnels formés sur une période de 5 ans. Ils recevront demain leur épaulette au cours d'une cérémonie au sein de l'ENSOA, la première depuis 2001. Kader Sogodogo. École nationale des sous-officiers d'active ENSOA Bouaké. Le pinceau est passé par là pour redonner au site un peu de fraîcheur. Certains d'abat ou machettes à main essaient de débarrasser le site des herbes. Des travaux de la compagnie ivoirienne d'électricité sont également en cours. C'est clair que quelque chose se prépare. 140 militaires, après 15 mois de formation, recevront leurs épaulettes. Ils appartiennent à la 30e promotion de cette école. Cette sortie sera exceptionnelle parce que 2 événements majeurs. C'est une promotion qui va sortir après 5 ans que la dernière promotion soit sortie. C'est quand même exceptionnel, c'est quand même inédit. Et c'est lié aux différents événements que nous avons connus au niveau de la Côte d'Ivoire. La dernière célébration à Bouaké date de 2001, l'école ayant été délocalisée suite à la crise que la Côte d'Ivoire a connue. Sur le tarmac de l'école,
L'heure est à la répétition. Compte tenu de la pandémie du coronavirus, des dispositions particulières ont été prises. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, comme tout pays du monde entier, vit avec cette crise de la pandémie à coronavirus qui fait que les élèves vont sortir en l'absence de leurs parents. Donc, on aurait bien voulu inviter toute la population ivoirienne à venir communier avec nous, mais compte tenu de la situation, nous leur proposons de plutôt regarder à la RTI. D'autres exercices qui visent à aguerrir les futurs sergents de l'armée viennent pour confirmer qu'ils sont aptes à servir. La remise des épaulettes aura lieu le vendredi 3 juillet 2020 à partir de 9h. L'actualité de la Côte d'Ivoire, c'est aussi cette crise sanitaire liée à la Covid-19. Voyons à présent le point à ce jour de la gestion de cette pandémie. Ce jeudi 2 juillet 2020, 290 nouveaux cas ont été enregistrés par les autorités sanitaires, ce qui porte le bilan de la pandémie à ce jour à 9 992. Le nombre de cas confirmés à ce jour dans le pays, suivant le point complet de la situation de la pandémie donné par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, jeudi 2 juillet 2020, 290 nouveaux cas de Covid-19 sur 1608 échantillons prélevés, soit 18% des cas positifs. 279 guéris et 0 décès. À la date du 2 juillet 2020, la Côte d'Ivoire compte donc 9 992 cas confirmés, dont 4 660 personnes guéries, 68 décès et 5 264 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 59 382. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique rappelle que la pandémie n'est pas terminée. Il exhorte les populations, notamment les personnes vulnérables, à réduire leurs déplacements, à rester confinées chez elles et à respecter les mesures barrières. N'oublions pas, c'est nous qui déplaçons le virus. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique en appelle donc à la discipline et à la responsabilité de tous et de chacun si nous voulons stopper la transmission du virus. Voyons à présent quelques données de cette pandémie. Hors de chez nous, au Ghana, sont enregistrés 18 134 cas confirmés, 117 décès. En Guinée, 5 404 cas confirmés et 33 décès. Au Nigeria, 26 484 cas confirmés, 603 décès. En Afrique du Sud, 159 333 cas confirmés, 2 749 décès. En Égypte, 69 814 cas confirmés, 3 034 cas de personnes décédées. Et dans le monde entier, 10 763 604 personnes touchées par la pandémie et 517 667 personnes décédées des suites de la Covid-19. La pandémie enregistre un fort taux de contamination aux États-Unis avec plus de 50 000 cas par jour. Une explosion des contaminations qui pousse les États à durcir les mesures restrictives de mouvement. Par exemple, l'État de New York a doublé depuis mardi le nombre d'États dont les visiteurs sont soumis à la quarantaine, à 16 États représentant près de la moitié de la population américaine. Et dans ce contexte, les pays de l'Union européenne ont décidé d'exclure les États-Unis d'une liste de 15 pays dont les ressortissants sont à nouveau les bienvenus depuis le 1er juillet. En Côte d'Ivoire, les actions marquant la gestion de cette crise sanitaire sont consignées au cours d'un point presse du gouvernement. La session de ce 2 juillet est résumée par Serge Coléa. Ce n'est plus un secret à Abidjan. Des bars et boîtes de nuit continuent d'ouvrir clandestinement malgré l'interdiction du Conseil national de sécurité. La police en a épinglé quelques-uns dans la commune d'Abobo. Les équipes de patrouille ont été saisies par des sources anonymes de la présence de plusieurs individus en pleine consommation d'alcool dans 2 bars climatisés à Abobo, Belleville.
au mépris de l'interdiction d'ouverture des bars et du respect des mesures barrières de lutte contre la propagation de la Covid-19. Des bars climatisés bondés de près d'une trentaine d'individus chacun, dont certains ont réussi à s'échapper par des issues de secours. 50 individus, dont le propriétaire du bar en question, le disc jockey, les serveuses, les gérants et même des clients ont été interpellés et conduits à la préfecture de police d'Abidjan et mis à la disposition du service des enquêtes générales pour répondre de leurs actes. En revanche, dans le secteur des transports, dans l'administration publique et dans les marchés, la sensibilisation porte des fruits. Les usagers de la route, chauffeurs de taxis et véhicules particuliers, ont vraiment compris le sens de notre mission de sensibilisation, vu que le nombre de passagers recommandés par véhicule est respecté et le port de masque par tout occupant à bord est constaté par nos hommes. Les mesures commencent véritablement à être appliquées dans la plupart des services publics et démontrent que notre appel de sensibilisation n'est pas vain. Au plan sanitaire, Abidjan reste l'épicentre de la pandémie avec 96% des cas positifs. À l'intérieur du pays, 3 régions se démarquent. Les régions sanitaires les plus touchées à la date du 29 juin étaient respectivement Abidjan 2 avec 7181 cas, Abidjan 1 avec 1648 cas, le Sud Comoé avec 172 cas, le Gbeke avec 56 cas, San Pedro 43 cas, les Grands Ponts 21 cas, Agnébi Tiassa 15 cas, la Nawa 15 cas, l'Indénu Djuablin 12 cas et le Go avec 10 cas. Selon la représentante du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, la Côte d'Ivoire fait partie aujourd'hui des 10 pays d'Afrique les plus touchés. L'application stricte des gestes barrières s'impose à tous pour inverser la tendance. Les autorités ivoiriennes entendent poursuivre leurs efforts de sensibilisation. Voilà, et veillons à l'application des mesures barrières pour stopper l'évolution du virus en Côte d'Ivoire. Hors actualité Covid-19, le potentiel ingénieux des jeunes Ivoiriens est soutenu par l'État de Côte d'Ivoire. Les lauréats du prix national de l'innovation pour les secteurs de l'énergie et de l'hydrocarbure ont été visités par le ministre Abdourahmane Cissé. 6 mois après leur sélection, le ministre veut s'assurer de l'avancée des projets primés. Jean-Luc Gbangbo rend compte de cette visite. C'est en décembre 2019 que Lambert Asman Kouadio et Emmanuel Yeo ont été plébiscités par le jury du prix national de l'innovation pour leur projet visant un usage rationnel de l'énergie et du gaz. 6 mois après, le ministre Abdourahmane Cissé, initiateur de ce prix, est allé voir comment les entreprises de ses promoteurs ont évolué. On a besoin de soutien pour avancer davantage, mais le prix nous a déjà boosté. Et aujourd'hui, nous sommes très motivés pour vraiment augmenter notre capacité de production, de sorte que chaque construction, chaque Ivoirien, chaque Ivoirienne ait un coffret électrique intelligent pour gérer son énergie. La solution de gestion intelligente des mouvements d'énergie conçue par Emmanuel Yeo connaît pour l'heure un succès auprès de ses utilisateurs. Le ministre a même profité de l'occasion pour signer un contrat de service avec le promoteur. C'est vraiment une entreprise que nous souhaitons soutenir et le projet qu'il développe est un projet qui est très intéressant et très pertinent. Il nous a montré certains des clients qu'il a. Il peut leur permettre de pouvoir réduire leurs factures jusqu'à 30% d'économie. C'est à Yopougon qu'est établi le second lauréat, concepteur du Flexi Firelight, une cuisinière éco-énergétique. La visite du ministre lui a permis de lever un coin de voile sur l'impact du prix raflé par ce projet. Le produit qui nous a permis de remporter le prix, c'est une cuisinière à combustible liquide avec brûleur sans mèche. C'est-à-dire que c'est une cuisinière qui utilise le pétrole en pompe et qui le transforme en gaz butane. Donc avec moins de risques et plus d'économies, de telle sorte à pouvoir être une deuxième alternative autre que le gaz et le charbon. Valoriser le potentiel de la jeunesse ivoirienne, mais également l'accompagner pour s'épanouir, tel est l'objectif de ce prix. C'est un signal en même temps à l'ensemble des entrepreneurs de Côte d'Ivoire pour leur dire que c'est possible. Il ne faut pas qu'ils baissent les bras. La Côte d'Ivoire a besoin d'entrepreneurs ingénieux. Et le gouvernement, conformément à la vision du président de la République et du Premier ministre, va les soutenir justement pour qu'ils puissent transformer leur projet en réalité concrète. Rappelons que les lauréats ont été retenus sur une liste de 401 candidats au départ. Ils ont reçu chacun 10 millions de francs CFA
ainsi que la promesse d'un accompagnement du ministère. La prochaine édition du prix de l'innovation sera lancée en 2021. Voyons comment avance aussi la réalisation du projet de construction des 15 000 logements sociaux pour les enseignants. La livraison d'un premier lot est annoncée pour février 2021. Ces logements sont attribués sur la base d'un contrat de location-vente, cela sans apport initial. Une convention entre les ministères concernés et les structures chargées de l'exécution du projet a été signée hier. On fait le point avec Dangui Dangui. Signature de la convention relative à la construction des 15 000 logements. Échange de parapheurs. Le projet « Un enseignant, un toit sans apport initial » entre dans sa phase opérationnelle. Il nous revient alors, à nous, enseignants, de saisir cette inestimable occasion d'accéder à la propriété immobilière dans un contexte de croissance démographique et de pression foncière aux fâcheuses conséquences d'arnaques de tout genre. Nous, groupement de développement immobilier, avons décidé de fonctionner dans le strict respect du cahier des charges de ce projet de 15 000 logements, stipulant que ces logements à bâtir seront sans apport initial. Des mutualistes de la MUPENET Côte d'Ivoire. Ceux-ci ne paieront le loyer que lorsqu'ils intégreront les logements bâtis. Les 15 000 logements en location-vente et sans apport initial en faveur de la communauté éducative seront réalisés sur 128 hectares à Benjerville et Locato. Le projet bénéficie de l'encadrement et du soutien des ministères de la Construction et de l'Éducation nationale. L'État de Côte d'Ivoire aura pour rôle, à travers le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, de sécuriser le foncier, à travers la délivrance des titres de propriété, de réaliser les travaux de VRD primaire, d'accélérer la validation des études et la délivrance de l'agrément programme, de faire appliquer par les concessionnaires du service public d'eau potable et d'électricité les tarifs sociaux pour l'abonnement à l'électricité et à l'eau dans le cadre de ce projet. Je voudrais exhorter nos partenaires, les opérateurs immobiliers, à un travail qualitatif qui sera à même de mettre à la disposition des personnels du ministère des logements décents et dans lesquels il fera bon vivre. Selon la convention, la pose de la première pierre de cette opération immobilière est prévue pour la fin du mois de juin. Les premiers logements en location-vente devraient être livrés aux acquéreurs courant février 2021. Les loyers de 90% des appartements varient entre 45 et 165 000 francs CFA. Intéressons-nous à présent à la formation professionnelle. Il a été signé un protocole d'accord cadre et de convention entre le secrétariat d'État, MENET, et le groupe OLAM. L'objectif, c'est de rapprocher le milieu de la formation du milieu productif afin d'apporter une réponse adéquate à la question de l'employabilité des jeunes diplômés. Ce partenariat école-entreprise permettra à 150 élèves de bénéficier de stages au sein de l'entreprise OLAM. 9 années après l'introduction du digital dans la gestion gouvernementale, le projet IGOUV est révisé par l'ANSUT, l'Agence nationale du service universel des télécommunications et d'éthique. Une étude pour renforcer l'administration électronique en Côte d'Ivoire. Cheikh Koné nous en dit davantage. Le projet de gouvernance électronique IGOUV, lancé en 2011, avait pour objectif d'accroître l'efficacité de l'administration publique en matière d'infrastructures digitales. 9 ans plus tard, les réalités de l'écosystème du numérique ont connu de fortes mutations. D'où l'idée de procéder à un diagnostic du programme IGOUV et prévoir le renforcement de ces systèmes digitaux existants. Que toute initiative, tout projet, toute action humaine mérite à un moment donné de faire une pause, de faire une analyse et de voir où on va, où réorienter les choses. Il s'agit de renforcer ce qui a été déjà fait. Il y a eu des résultats, il y a eu des participations. Presque toutes les structures des ministères et autres ont eu à participer. Mais est-ce que cette participation a été faite comme il le fallait? Projet d'appui au renforcement de l'administration électronique, PARAE. C'est l'intitulé du programme conduit par l'ANSUT en collaboration avec la Banque africaine de développement qui vient renforcer le projet IGOUV. Le PARAE comprend 3 composantes dont la mise en œuvre d'infrastructures digitales, le renforcement des usages digitaux et les actions d'accompagnement. Pour la Côte d'Ivoire, l'enjeu est énorme. C'est un projet assez important quand on parle de la gouvernance numérique. En fait, toute la stratégie de la transformation digitale d'un pays repose nécessairement sur une gouvernance électronique
efficace, simple, souple, mais utile pour l'usager. Et d'où l'importance de ce projet, qui en fait n'est pas une nouveauté, mais c'est la continuité d'un programme qui a été initié depuis 2011. Et comme vous savez, nous sommes dans l'éthique. Les choses évoluent assez rapidement. Une étude de faisabilité de 8 semaines sera conduite par un cabinet international pour mesurer les impacts socio-économiques et digitaux dans l'administration publique. Voilà, et c'est sur cette perspective de développement que nous mettons un terme à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Suivez dès 6h demain la suite de l'actualité d'ici et d'ailleurs sur RTI 1. Portez-vous bien.